Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, début des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires ce mercredi. Toutes les dispositions sont prises selon les autorités éducatives. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Tabaski 2023, les moutons seront disponibles pour tous les Sénégalais, rassure le gouvernement. Des mesures importantes sont également prises concernant l'accessibilité de la pomme de terre et de l'oignon. Et puis PASTEF présente un mémorandum sur les récents événements. Le parti de Ousmane Sonko impute toute la responsabilité à l'État du Sénégal. Les détails dans cette édition. Et puis, la fête de la musique célébrée ce mercredi. À cette occasion, on s'intéresse au logiciel faiseur de miracles Autotune. Au Sénégal, la nouvelle génération de chanteurs s'en donne à cœur joie. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Examen du certificat de fin d'études élémentaires, début des épreuves ce mercredi. Après avoir longtemps bûché, jour de vérité pour les candidats au premier diplôme scolaire. Reportage Aminata Mbaresso et Amadouba. Trouvé dans sa classe à l'école El Hadji Nour Diop Pathé de la Médina, Monsieur Kissé, tel un entraîneur de football, donne les dernières consignes à ses élèves en cette veille d'examen du CFE. Un discours galvanisateur afin de pousser ses troupes à la réussite. Je dis toujours de se concentrer à chaque fois donc, sur chaque discipline, sur chaque matière, donc de lire et de comprendre avant de toucher au stylo. Donc ça leur permettra maintenant de trouver donc, tout ce qu'on leur demande. On a eu un essai ici, j'ai eu 100% à un essai ici. C'est pourquoi je suis trop confiant. Des conseils que ces élèves comptent bien suivre, ils se disent confiants pour l'échéance. Je sens prêt, oui. Je crois que je vais réussir. Non, je n'ai pas peur. Je crois que toute notre classe va réussir. Nous sommes confiants parce que moi j'ai toujours la confiance. Je sais que je vais réussir et notre classe a un niveau très élevé. Oui. Je sais qu'on va réussir. Et notre maître est un maître très excellent. Elle nous donne toujours des conseils. Nous sommes très fiers de lui. Le chef de l'établissement, pour sa part, s'affaire au dernier réglage avant le démarrage des épreuves. Vous voyez, on a numéroté les salles. Donc, cette salle-là recevra, Inch'Allah, 18 élèves, 18 candidats. Nous avons 9 salles. Également, nous avons 516 candidats qui vont composer dans cette école. C'est un centre d'examen. Il y a 4 écoles qui vont venir. Un tour à l'école Alassane Diagne dit Alou, même constat, sauf qu'ici, les potages sont assistés par des volontaires avant le baptême du feu. C'était dans le cadre d'un programme dénommé Médina Zéro Échec. On a eu à travailler pendant presque 4 à 5 semaines. Donc ça nous a permis d'être en contact direct avec les élèves qui feront l'examen. Il y a pas mal d'écoles qui ont suivi la formation, l'encadrement par les méthodes. L'exemple, on donne des épreuves, on corrige et on essaye de remédier le maximum possible pour que les enfants puissent être à l'aise le jour J. Je pense que les épreuves seront abordables. Je n'ai pas peur, je suis excité. Fin prêt, excité pour aller faire l'examen. Oui. Reportage Fatima Touré et Amadouba. Restons dans le secteur de l'éducation. La plateforme Campus N sera revisitée pour améliorer la qualité de service. Le ministre de l'Enseignement supérieur était à Saly dans le cadre d'un atelier de réflexion. Il a aussi fait savoir qu'une stratégie est en train d'être élaborée pour orienter les nouveaux bacheliers dès la fin du baccalauréat. Voyons tout cela avec Ndaïmati Dieng et Mamadou Gueye. 10 ans après sa mise en œuvre, l'heure est venue d'évaluer Campus N, cette plateforme d'orientation des nouveaux bacheliers initiée depuis 2013. Une plateforme qui a fait ses preuves, mais elle est performante. Après 10 ans, on doit s'arrêter, faire une évaluation et voir comment améliorer le processus et corriger les impairs s'il y en a. Le nombre de bacheliers au Sénégal est passé d'environ 30 000 en 2012 à plus de 75 000 en 2022, donc c'est une croissance
presque exponentielle. D'ailleurs, pour cette année, annonce le ministre, beaucoup d'efforts vont être faits pour orienter les bacheliers à temps. C'est que l'orientation des bacheliers se faisait à partir du mois de novembre ces dernières années. J'ai demandé au directeur général de la CNRI et à l'ensemble des participants de faire en sorte, en tout cas, de nous proposer des idées pour qu'on puisse faire l'orientation dès la fin du baccalauréat. Par ailleurs, pour la reprise des cours en ligne à l'UCAD, le ministre souligne que c'est la seule solution après le saccage de l'université. Vraiment saccagé, c'est le mot. Le campus social a connu des dégâts importants. Il n'y a plus quasiment de restaurants. En tout cas, les grands restaurants ont été détruits. Des amphithéâtres ont été détruits. Des bureaux de profs ont été détruits. Donc la LUCAD a décidé, pour le moment en tout cas, de continuer ses enseignements en ligne. LUCAD. Jusqu'au mois de novembre. Maintenant, évidemment, il faut évaluer ça, voir quels sont les accompagnements qu'il faut apporter pour permettre à ce processus de mener à bout l'année qui est en cours. Tout autre chose à présent, malgré le déficit actuellement constaté à Dakar, les moutons de Tabaski seront bien disponibles pour tous les Sénégalais, renseigne le gouvernement. Face à la presse aujourd'hui, les autorités renseignent que le marché sera également bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. On est tout cela avec Paf Faraning et Lamine Diagne. Malgré un déficit de 20 000 têtes de moutons sur les 810 annoncés, le Sénégal sera bien approvisionné, rassurent les autorités, car toutes les mesures sont prises. Actuellement, ce qui est important à mettre en exergue, au niveau national, il y a un déficit de plus de 20 000 têtes éparpillées sur l'ensemble du territoire national. Et l'autre aspect qu'il faudrait noter, c'est que Dakar, il n'est pas du tout évident pour un éleveur lambda de venir à un certain niveau. Il faudrait quand même laisser ne serait-ce qu'à 5 jours de l'événement pour pouvoir venir à Dakar et pouvoir peut-être, dans la mesure du possible, s'installer au niveau des sites ou points de vente qui sont dédiés. À ce niveau, peut-être juste rappeler que l'État a installé quand même plus de 36 sites points de vente sur l'ensemble de la région de Dakar. Ça, c'est des points de vente officiels. Mais parallèlement à cela aussi, il y a des points de vente officiels qui seront installés au fur et à mesure en fonction surtout de l'approvisionnement du marché. Donc actuellement, nous sommes à plus de 84 000 têtes de moutons sur l'ensemble du territoire national. Cette situation est la conséquence des manifestations politiques, mais aussi les travaux sur certaines artères de Dakar. Dans un passé récent, une situation plus ou moins tendue, due à des manifestations entre autres. Et vous savez que l'éleveur, l'opérateur de façon générale, c'est quelqu'un aussi qui calcule en fonction vraiment des circonstances et du moment. Au-delà des aspects sécuritaires que j'ai évoqués tout à l'heure, il faut aussi relater surtout les aspects liés aux travaux à l'intérieur de Dakar. Parce qu'avec le BRT, nous avons quand même vu la disparition de beaucoup de sites qui étaient auparavant quand même des sites bien approvisionnés. Actuellement, ce n'est plus le cas. D'autres mesures ont été prises pour lutter contre les spéculations sur les prix de l'oignon et de la pomme de terre. Le besoin en consommation mensuelle d'oignons au Sénégal est de 30 000 tonnes. Et en ce moment même, nous avons plus de 50 000 tonnes disponibles, que ce soit en Ngomène, que ce soit dans d'autres zones. Et nous avons pris la décision d'autoriser l'importation de 10 000 tonnes venant d'autres pays et même plus. Parce que nous avons constaté quand même qu'il y a eu des pratiques spéculatives. Là où le prix devait être à moins de 10 000 francs, 9 000 francs, on note que le prix est à 14 000 francs. Sur la pomme de terre, la consommation moyenne, la consommation mensuelle est de 8 500 tonnes. Nous notons dans certaines zones plus de 60 000 tonnes de pommes de terre qui sont stockées et qui alimentent régulièrement les zones de consommation. Face à la presse, les deux ministres ont fait des annonces à 9 jours de la Tabaski. Reste à savoir que ces mesures seront appliquées ou pas. Pape Farah, et pour l'instant, les prix des moutons sont jugés très chers par les consommateurs. Le déficit de 20 000 têtes annoncé par les autorités se constate dans ces différents points de vente encore clairsemés. À Dakar, les béliers présents sont totalement hors de prix pour les gorgorlous. C'est un reportage édifiant de Habib Faye et Pape Ngor-Faye. À une semaine de la Tabaski, la capitale n'est pas encore suffisamment approvisionnée en moutons.
Au CICES, le décor est différent des années précédentes. Et pourtant, les éleveurs des 2 voies de Liberté 6 y ont délocalisé leur point de vente en quête de sécurité. Hormis les projections de pavage, en termes de sécurité et de stabilité, on a vu que la foire, vraiment, on avait une sécurité qu'il fallait. Les portes sont fermées, il y avait les entrées, il y a les entrées et tout, différentes entrées. Seul hic, le prix des béliers reste élevé. Les prix varient de 150 000 à 1 million. Dans ce centre, nous pouvons trouver de nombreuses races de moutons. Nous avons les Tchogal, nous avons les Ladoum, nous avons les Toulaber, les Azawat. Toutes les races confondues sont ici au niveau de la foire. Cependant, les Tefanké sont confrontés à un problème d'éclairage et un manque d'eau pour abreuver leurs bêtes. C'est un véritable casse-tête pour abreuver nos moutons. En plus, l'éclairage fait un peu défaut alors que nous avons besoin de surveiller nos bêtes la nuit. Petite nouveauté, les femmes sont entrées dans la vente de moutons. Adja Fatou Faye et Yaye Awosow font de l'élevage leur principale activité. Ça fait peut-être maintenant 2 ans qu'on est là ensemble et alhamdoulilah, vous avez vu le résultat. En tout cas, j'invite toutes les femmes à se lancer dans l'agriculture et dans l'élevage parce que c'est un domaine passionnant. Et ce n'est pas seulement le mouton, les veaux et plein de choses aussi, les poulaillers. À connaître un peu ce milieu-là. J'ai commencé l'élevage avec les races Ladoum chez moi et maintenant c'est devenu ma passion. Puis j'ai commencé avec les autres races. Dakar attend toujours l'arrivée des moutons dans les forails. Les clients tardent à venir. Cependant, l'espoir est encore permis selon les éleveurs. Merci Habib, reportage Habib Faye et Youssou Baro. Le ministre du Commerce dénonce les appels à manifester lancés par l'opposition. Le moment est inopportun selon le porte-parole du gouvernement. Abdou Karim Fofana s'est aussi exprimé sur l'arrêt de la navette du bateau Dakar-Ziguinchor. C'est pour des raisons de sécurité selon le ministre. Face à la presse, nous l'écoutons. Une situation aussi préoccupante que celle que nous vivons en ce moment, chacun doit mesurer sa responsabilité. On ne peut pas avoir des manifestations qui ont entraîné des morts, des commerçants qui ont subi beaucoup de préjudices. Et je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à la Tabaski, on doit au moins respecter ce deuil des familles. L'autre chose, les commerçants, il faut savoir que la période de la Tabaski, la période de la Korité, Magal, Gamou, rentrée scolaire, ce sont leurs périodes. Et ce sont les périodes les plus importantes de chiffre d'affaires pour eux. Donc on ne peut pas leur faire subir des préjudices aussi importants il y a quelques semaines et appeler encore à des manifestations la semaine d'après. Je pense que c'est irresponsable et l'État fera tout pour protéger ces Sénégalais qui ont le droit d'exercer leur métier. Ils sont restreints. C'est vrai, on a constaté que le bateau Anucci-Torediata avait quelques problèmes et des restrictions sur la RN2. La sécurité est notre priorité. Deuxième chose, on n'interdit pas le voyage entre Dakar et le sud du Sénégal. Non, il y a des restrictions. Donc, si vous dites qu'il y a des horaires où c'est restreint, il y a des horaires où ce n'est pas restreint. Donc, les gens auront la possibilité de voyager. Maintenant, s'il y a le bateau Anucci-Torediata qui n'est pas disponible, c'est vrai, ça diminue les capacités de transport entre ces deux zones du Sénégal. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours la route nationale à certaines heures qui est ouverte. Alors, intitulé « Forme et bilan de la répression aveugle de l'État et de ses milices », c'est l'intitulé du mémorandum qui est rendu public par le parti PASTEF. Les patriotes imputent toute la responsabilité des récents événements au gouvernement et au président Macky Sall. Ce document sera rendu public partout où besoin sera. Écoutons Biram Souley Diop, membre de PASTEF, face à la presse. Une réponse aux allégations non documentées du gouvernement du Sénégal, me présentant comme étant le responsable des événements tragiques qui se sont récemment produits au Sénégal. Il est accompagné d'un ensemble de pièces et annexes prouvant la véracité des faits qui relèvent de la responsabilité historique et entière du président Macky Sall, de son ministre de la Justice, de son ministre de l'Intérieur, sa police, sa gendarmerie, ses milices armées et ses juges. Ce document est destiné en premier lieu au peuple sénégalais. Ensuite, aux autorités consulaires, aux organismes internationaux, aux amis
et partenaire du Sénégal, ainsi qu'à tous les démocrates d'Afrique et du monde. Saisine des autorités sénégalaises, poursuite des autorités sénégalaises devant la CPI, une farce selon le président du comité sénégalais des droits de l'homme, Maître Pape Sène, évoque l'irresponsabilité d'une frange de l'opposition. Le voici avec Chérif Thiam. Parce que la CPI n'est pas une juridiction quand même ordinaire. À la limite même, on peut dire que c'est une juridiction d'exception du fait du principe de subsidiarité et de complémentarité, qui signifie que on ne peut pas saisir la CPI tant qu'on ne rapporte pas la preuve que les mécanismes judiciaires au niveau national ont failli. Deuxième chose également à préciser pour la CPI par rapport à sa saisine. Un citoyen ne peut pas saisir la CPI. La saisine de la CPI n'est ouverte qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est lié par la CPI par une convention, donc le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États membres qui sont au nombre de 23 ayant ratifié le traité de Rome peuvent également saisir la CPI, mais également le procureur de la CPI après avis de la chambre préliminaire, suite à des enquêtes impartiales et indépendantes qui ont été menées. Et enfin, par rapport donc à la matière, la compétence d'attribution de la CPI ne peut connaître que des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes d'agression. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé, malgré le fait que nous condamnons ce qui s'est vraiment passé, parce qu'un seul mort est regrettable, c'est énorme pour notre pays, mais quand même ce qui s'est passé ne peut pas être assimilé à un crime de guerre, ni à un crime contre l'humanité, encore moins un génocide. Donc je pense que pour toutes ces raisons, fondamentalement, je crois que ceux qui agitent la question de la crise, d'abord n'ont aucun respect pour la mémoire des personnes décédées, mais ils font de l'agitation et versent dans la diversion. Et je pense que ce n'est pas le moment, le Sénégal n'a pas besoin de ça. Et puis dans l'actualité judiciaire, retenez que les journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye sont libres. Selon leur avocat, Maître Moussa Sarr, qui a reçu la décision du juge d'instruction à 17h30. D'après l'avocat contacté par TFM, le magistrat instructeur a posé 4 conditions à nos 2 confrères. Premièrement, obligation de signer le premier vendredi de chaque mois, interdiction de parler du dossier d'instruction en cours, interdiction de sortie du territoire sans autorisation préalable, informer le juge de tout changement d'adresse. Retenez l'information donc. Les journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Gueye sont libres. Ce mardi marque également la journée mondiale des réfugiés. Le Sénégal en compte 12 000, en majorité des Mauritaniens. Notre pays est un pays de référence en matière d'inclusion sociale selon le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies. Nous l'écoutons avec Youssou Barro. La journée mondiale des réfugiés cette année met l'accent sur la recherche de solutions en faveur des réfugiés et surtout sur la question et l'importance de l'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire donner la possibilité aux réfugiés, tout comme aux nationaux des pays qui accueillent les réfugiés, d'avoir accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, la santé et tout autre service nécessaire à la vie. Le Sénégal devient de plus en plus de pays de référence en matière d'asile et d'inclusion des réfugiés. Approximativement, je peux parler de 12 000 réfugiés, dont la grande majorité est représentée par la communauté mauritanienne. Et ces réfugiés dénoncent des conditions de vie un peu plus compliquées. Écoutons leur porte-parole dans le nord du Sénégal, Pape Sambagnas, avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La difficulté, il y en a. Et sur les 260 sites ou 267 sites de Saint-Louis à Diboli, en 1989, mais ceux qui étaient nés à l'époque, ils ont plus de 34 ans. Ils ont 34 ans. Ils ont eu des enfants, multipliez le chiffre par 3. Et vous me direz que ces enfants sont pris en charge? Non. Puisque la chaire ne leur donne pas de documents. C'est des récépissés temporaires. Et ici, ils n'ont rien pour prouver leur provenance. Ils n'ont même pas de pièce d'identité. Au Mali, les 18 000 réfugiés présents au Mali viennent, après de multiples problèmes, de se réfugier sur la frontière mauritanienne. Ici, les réfugiés ne se soignent pas. Leurs enfants ne vont pas à l'école.
les avantages qu'ils avaient avec le bureau d'organisation sociale du HR sont tombés à l'eau. Et puis cinéma, le programme Up court métrage est développé au sein de la société de production Cinécap avec la volonté de répondre aux attentes en proposant une formation et un encadrement aux jeunes porteurs de projets de court métrage dans le domaine du cinéma. Le programme de formation Up court offre l'occasion de parler de cette initiative qui innove cette année avec l'introduction du digital. Reportage Ibou Diouf et Pape Sangouni Mbaye. Futurs producteurs, tous des acteurs qui veulent faire carrière dans le secteur du cinéma, et le programme Up court était pour eux une belle initiative pour les aider à aller dans ce sens. Je l'ai vécu avec plaisir d'abord parce qu'il y a la connaissance. On a eu beaucoup d'intervenants qui sont venus de l'extérieur. Il y a aussi des élèves qui étaient venus d'autres pays d'Afrique et ça nous a mis d'échanger et d'avoir des... une autre idée de créativité. De base, je suis venue ici comme script et maintenant je ressors comme réalisatrice et auteur. Par rapport à ce que j'ai eu dans cette formation durant ces 8 mois, j'avoue que c'est de la satisfaction à 100%, je peux dire. Et là, actuellement, ça va me permettre même et ça va me faciliter de mieux comprendre la production et de me faciliter aussi de d'écrire le mémoire que je suis en train d'écrire en production cinématographique. 20 diplômés formés dans le domaine de la réalisation mais aussi de la production. Après plus de 10 mois, ces acteurs sont prêts à apporter leur contribution dans le 7e art. Parce qu'on fait du cinéma dans des espaces, on s'entraide. Et vous voyez aussi qu'il y a des ciné-clubs pour apprendre le langage. Et aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est l'innovation du programme. Nous venons d'introduire le digital dans cette formation de court-métrage. Parce que le fait d'avoir cette formation hybride. La direction de la cinématographie magnifie l'initiative qui vise à donner aux bénéficiaires une orientation nouvelle à leur expression artistique. Moi, je dis toujours, les films qui sortent de ce programme Up Court Métrage, je ne les considère pas comme des films d'école, mais ce sont des films, tout simplement des films aboutis. La preuve, ce sont ces films-là que nous retrouvons très souvent dans les festivals en compétition et qui gagnent des prix déjà à partir de cette formation. Le secteur du cinéma est marqué par une évolution rapide et permanente. Pour être en phase avec les exigences du 7e art, le programme Up court offre une opportunité à tous ces jeunes. Merci Ebou, et on reste dans le domaine de la culture. La fête de la musique sera célébrée ce mercredi 21 juin, cette année dans un contexte assez particulier, marqué, vous le savez, par des tensions socio-politiques. Nous nous sommes rendus au centre culturel Blaise Diagne. Vous allez le voir, les préparatifs vont bon train, même si le décor est plutôt inhabituel. Reportage édifiant, Modou Diop et Maïmouna Ndiaye. Ils sont en pleine répétition pour donner leur partition à l'occasion de la célébration de la musique. Eux, ce sont les membres de l'orchestre de Dakar. Cet exercice, cette chanteuse ne l'imaginait même pas cette année. Je ne pensais pas que la fête de la musique soit célébrée cette année, vu les tensions sociopolitiques notées dernièrement au Sénégal. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, aujourd'hui nous allons faire une petite prestation juste pour marquer l'événement. Sa collègue, la pièce maîtresse de l'orchestre, est toute joyeuse de chanter la paix, le thème retenu pour cette édition. C'est sûr que cette année ne sera pas pareille que les autres années à cause des manifestations. On présente nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches et tout. Donc à travers cette fête cette année, on va véhiculer un message qui est Djam. Djam, c'est-à-dire la paix. Donc on espère que tout le monde recevra ce message. Le mot d'ordre pour le ministère de la Culture, éviter les grands rassemblements. Ce que nous allons faire, c'est peut-être éviter les très grands rassemblements, mais nous ne sommes pas dans la psychose. Donc le rôle aujourd'hui de ces acteurs de la musique est de faire revenir
toute la population a de meilleurs sentiments. De savoir qu'au-delà de nos appartenances et de nos idéologies, nous avons en commun notre pays. Et à travers les différentes interventions qu'ils ont, et je vous dirais que dans toutes les régions, en plus de tenir des plateaux de musique, ils ont des panels où ils parlent de la paix, de la musique et de l'impact de la culture dans le quotidien du Sénégalais. Ce 21 juin, la fête est célébrée à travers le monde. Au Sénégal, divers festivals locaux se déroulaient sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion de la fête de la musique, on s'intéresse à l'autotune, un logiciel faiseur de miracles bien connu dans le milieu musical. Grâce à l'autotune, presque tout le monde ou presque peut devenir chanteur. Ce logiciel, créé par un ingénieur américain en 1996, permet de corriger les fausses notes. C'est assez impressionnant, une avancée technologique mais qui tue l'art selon ses détracteurs. Au Sénégal, la nouvelle génération s'en donne à cœur joie. Reportage Modou Diop, Ibrahima Kane. De la même façon que Photoshop fausse le regard sur la beauté, l'autotune change notre écoute de la voix humaine. Dans les aigus comme dans les graves, autotune corrige toutes les imperfections. Voici une voix sans autotune. Je vais vous mettre la version avec autotune. Pour les arrangeurs, autotune, c'est bien plus qu'une talkbox ou un vocodeur, car il s'agit là d'un ajustement automatisé de l'intonation qui a créé la bête en 1996. Andy Hildebrand, un ingénieur américain spécialisé en sismologie et en ondes acoustiques. Believe de l'American Cher est la première chanson autotunée en 1998. Même si l'outil fait gagner beaucoup de temps aux artistes, d'autres se sont vigoureusement opposés à sa vulgarisation, comme le rappeur Jay-Z, là où d'autres rappeurs comme Booba ont popularisé autotune. Intervention de autotune en tant que pitch correction, c'est-à-dire les hauteurs, ça corrige ça. Corriger les hauteurs, c'est-à-dire les manquements, les débordements, les fausses notes, les ramener sur la gamme même. C'est pourquoi c'est toujours important pour autotune d'identifier la gamme dans laquelle on chante et mettre la clé de ça et avancer. Grâce à autotune, les rappeurs chantonnent. Donc vous voyez, c'est plus exact, c'est plus agréable à l'oreille, c'est plus digeste. L'autotune, ça rend digeste la musique. Variété, rap, pop, mbalar, rumba congolaise, en 27 ans, autotune est devenu un boom dans l'industrie musicale. Toutefois, le débat reste ouvert entre puristes et progressistes. Autotune, c'est de la triche. C'est pas de la triche, c'est de la magie. Autotune, je pense qu'il n'y a pas plus vrai que autotune. C'est les autres qui chantent naturellement qui trichent. Ouais, c'est eux les tricheurs. Ouais, ils trichent. Je les vois tricher. Bob Marley, Youssou N'Dour, Baba Mal, Fada, tout ça c'est de la triche. Autotune, c'est vrai. Voilà, c'était la dérision et l'ironie de Ismaïla Talla. Merci beaucoup, Ibrahima Kane. Tout autre chose à présent, l'évolution démographique impose une augmentation du budget pour une bonne protection sociale. Au Sénégal, 237 milliards seront mobilisés pour d'ici 2035 pour assurer les personnes. Un atelier a été tenu ce mardi sur ce thème à la SICODEV. Écoutons le professeur Abdou Salam Fall avec Mamadou Fall. Démographique, l'évolution des besoins de protection sociale comparé au potentiel révèle qu'il y a une possibilité, un potentiel extraordinaire de progression à partir de ressources propres. J'insiste sur les ressources propres parce que l'étude qui a été menée sur une comparaison des différentes bonnes pratiques à travers le monde révèle
que les pays qui ont réussi le mieux, c'est les pays qui ont réussi à développer dans leur propre budget les ressources de la protection sociale comme un investissement indispensable. Il l'a dit, le Sénégal est confronté dans son évolution à tirer profit du dividende démographique, c'est-à-dire transformer le dividende démographique en un bonus démographique. Et dans ce cadre, il y a deux priorités d'investissement. La qualité du capital humain, l'éducation, la santé et la protection sociale, et d'autre part, l'emploi massif et de qualité. Et ça nous ramène en 2035 à passer à 237 milliards comme besoin de protection sociale pour l'ensemble de la population sénégalaise considérée. Demi-milliard de consommateurs dans le continent africain avec un produit intérieur brut estimé à 2500 milliards. Sa mise en œuvre reste une priorité pour la Commission économique pour l'Afrique CEA. Elle a tenu un atelier régional d'examen du projet de rapport de l'étude sur les opportunités de chaîne de valeur régionale en Afrique de l'Ouest dans le contexte de la ZLECAf. Écoutons à ce propos Ngoné Diop, directrice Bureau Afrique de l'Ouest de la Commission économique pour l'Afrique. Elle est interrogée par Modou Diop. La rencontre vise à valider, à faire examiner d'abord et valider les résultats de l'étude sur les chaînes de valeur régionales dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Comme vous le savez, la ZLECAf a été adoptée en 2018. Nous sommes en train, en tant que Nations Unies, d'appuyer nos pays à accélérer la mise en œuvre et par ricochet, à vraiment créer le développement, les déclics pour le développement durable, le développement transformationnel et le développement inclusif de nos pays grâce à la ZLECAf. La ZLECAf, comme vous le savez, c'est un accord sans précédent. C'est un accord qui va permettre qui crée le nombre de consommateurs de 1,2 milliard sur le continent, avec un produit intérieur brut qui est estimé à 2500 milliards. Donc c'est sans précédent. Bien entendu, une chose c'est de l'adopter, une autre chose c'est de la mettre en œuvre comme il se doit. C'est une stratégie, je dirais, sans précédent. On l'appelle même le plan Marshall pour l'Afrique. Dans l'actualité sportive, un meeting international en Suisse, athlétisme, l'athlète sénégalais Louis François Mendy s'illustre de très belle manière au 110 mètres haies avec 13 mètres 45. Louis François Mendy a pris le dessus sur Martino Lagarde, une victoire de prestige qui lui fera prendre conscience de son énorme potentiel qui lui permet de rivaliser avec les ténors. Regardez ces images impressionnantes. Allez, avec Pascal Martino Lagarde qui va devoir batailler jusqu'au bout. Pour l'instant, Alcana est devant avec Iri Barnet également. Allez, Pascal qui va essayer de revenir. Ça va peut-être être compliqué. Et attention au couloir numéro 6. Oh, Louis François Mendy qui est revenu comme une bombe sur la fin de course. 13,45 pour le chrono officieux avec un vent défavorable de moins 0,6 mètres par seconde. 13,45 pour Louis François Mendy qui salue comme il se doit cette victoire en 13,44. Le lion Louis-François Mendy qui rugit ainsi en Suisse, bravo. L'actualité du sport, c'est aussi le meilleur buteur sénégalais de la saison en Europe, Mbaye Diagne, l'attaquant international sous la tunique de Karam Gourouk, a inscrit la bagatelle de 23 buts en Super League en Turquie, une réussite qui résulte d'une longue et pénible remise en forme après une blessure qui l'a longtemps éloigné des terrains, ce qui renforce la grandeur de la performance de Mbaye Diagne. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra et Mamadou Diop. En 2002-2023, Mbaye Diagne a comme marché sur l'eau. Dans la Super League turque, l'attaquant international sénégalais de 31 ans est auteur de 23 buts en 33 rencontres de championnat seulement. Son meilleur total de réalisation sur une saison, fruit d'une dure labeur.
À mon retour de blessure, Galatasaray a eu des doutes sur mes capacités. Une longue blessure de 6 mois qui m'avait ramené au Sénégal pour me ressourcer et travailler. J'ai fait aussi un bon travail hivernal avant de demander un transfert pour avoir du temps de jeu. C'est comme ça que je suis parti à Karamoguru, me tuer au travail en allant en salle pour retrouver mon niveau. Un travail récompensé par mes statistiques. Un retour au premier plan qui lui rend toute sa fierté. Je suis content de ma saison plus que les autres fois parce que j'ai de bons retours. Entendre les gens réclamer mon retour en sélection me rend fier. En plus, de bons clubs me proposent de bons contrats en ce moment. Cela démontre ma bonne saison à Karamoguru en cherchant que marquer des buts dans un petit club est plus difficile. Mbaye Diagne, deuxième meilleur buteur de la Super League turque, est absent de l'équipe nationale du Sénégal depuis 2 ans. Une non-sélection qui ne l'obstine plus. Je n'ai pas de problème avec Aliou Cissé. Il est le sélectionneur qui choisit ses joueurs. Je fais mon boulot en rendant fier ma famille et les Sénégalais. Aller à la CAN dépend de la volonté divine. C'est pourquoi je me concentre sur mes performances. Tout ce qui suit ne serait que bénéfique. Buteur patenté en Turquie, Mbaye Diagne, 11 sélections seulement avec le Sénégal, attise les convoitises chez les clubs turcs du Golfe et de la Grèce. Un bon choix et un bon début de saison prochaine peuvent donner l'espoir d'une convocation pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mbaye Diagne affronte actuellement le Brésil, 3-2 pour le moment pour les protégés d'Aliou Cissé. Une victoire de prestige se profile donc, on croise les doigts. C'est la fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Le soir d'info, la suite, dans un instant on parle de la situation à la SN La Poste avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.